Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. La signature de l'accord du Mercosur, c'est la fin de l'élevage français et européen. La fin. C'est terminé. À un moment donné, il faut faire péter la cocotte minute parce que sinon, les agriculteurs ne vont pas s'en relever. On n'est plus compétitif. On travaille à 10 € de l'heure, eux ils sont à 1 € de l'heure. Aujourd'hui, tel que l'accord est en train d'être négocié avec le Mercosur, la France s'y oppose. C'est des milliers de tonnes de viande qui va débarquer avec des prix défiant toute concurrence. Nos agriculteurs n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail. Si on veut être les plus beaux du monde, les plus verts du monde, et qu'on apporte notre nourriture de l'étranger, ça n'aura absolument aucun intérêt. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Hier, c'était l'Ukraine, la Russie. C'était ce qui se passait avec Donald Trump. Aujourd'hui, nous sommes en France. Nous sommes en France et nous allons parler, avant de parler des agriculteurs, nous allons longuement recevoir Véronique Le Floch et Michel Onfray. Nous allons parler du rapport du Sénat. Et oui, le Sénat, il assume ses responsabilités, séparation des pouvoirs. Irresponsabilité assumée, Parlement ignoré, double discours, un rapport du Sénat qui accable les gouvernements Borne et Attal. On va en parler avec le rapporteur, avec le sénateur Jean-François Husson, rapporteur général de la Commission des Finances. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que vraiment, le problème, il est la transparence, la transparence, la transparence, c'est ça la démocratie. On va en parler comme il convient. Nous allons ensuite aller à la rencontre de certains agriculteurs qui ne veulent pas lever le siège, qui veulent aller jusqu'au bout parce qu'ils estiment qu'ils n'ont plus le choix. Avec Véronique Le Floch, président de la coordination rurale, et celui qui les soutient aussi, le philosophe Michel Onfray. Et nous allons prendre le temps aussi d'en parler, et puis tout le reste, Huée, bravo, Perle, et enfin, en seconde partie de l'émission, l'avocat Gilbert Collard qui sort ses mémoires, et elles ne sont pas piquées des hannetons. À tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Une note qui fait littéralement fureur, une note qui a provoqué une polémique très forte, mais une polémique extrêmement importante parce que c'est une note de fond. Une note qui s'intitule « Octobre 2023, septembre 2024, une irresponsabilité budgétaire assumée, un Parlement ignoré » et on parle de double discours. Le président de la Commission des Finances du Sénat, le socialiste Claude Raynal, le rapporteur général, le sénateur Jean-François Husson, le LR, disent voilà ce qui se passe, voilà la mécanique et voilà ce qui s'est passé dans ces deux, surtout divisant les deux gouvernements, Elisabeth Borne et Gabriel Attal. Bonjour Jean-François Husson. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes rapporteur général de la Commission des Finances et sénateur LR de Meurthe-et-Moselle. Alors, ce qu'on voudrait comprendre, nous les contribuables, les citoyens, justement, que vous représentez, qu'est-ce qui s'est passé dans cette espèce dans cette, je dirais, cette mécanique qui consistait à la fois à dire les choses, à reporter des choses et à avoir une opacité assez remarquée? Il se passe simplement d'abord que, je veux le dire très tranquillement et posément, le Parlement dispose, les deux chambres, de pouvoirs d'évaluation et de contrôle de l'action du gouvernement. Oui. Et notamment les rapporteurs généraux, présidentes ou présidents de commission des finances, qui nous amènent parfois à faire, je dirais, des contrôle sur pièce et sur place. Ce qui est votre métier, enfin votre voilà. En tous les cas, c'est une faculté qui est à notre disposition, dont on abuse peu, puisque certes, ça faisait extrêmement longtemps que mes collègues prédécesseurs n'avaient utilisé cette possibilité, cette faculté. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, alors que nous alertions, d'abord je veux dire une première chose, nous sommes préoccupés de l'état de dégradation des comptes publics de la nation, oui, bien avant cette dérive. Deux éléments pour le démontrer. Lors de l'examen budgétaire à l'automne 2023 pour le budget de l'année 2024, oui,
la majorité sénatoriale, puis le Sénat, avait adopté 7 milliards d'économies. D'ailleurs, j'avais dit à ce moment-là, à l'issue du vote au ministre, voilà, nous vous offrons 7 milliards d'économies, faites-en bon usage. On avait malheureusement constaté que le gouvernement n'en avait rien retenu, ce qui, de notre point de vue, est dommageable. Oui. C'est juste pour poser l'esprit de responsabilité et quelque part la gravité qui nous habitait, parce que jamais depuis 1958, sous la Ve République donc, une opposition au Parlement ne s'était livrée à ce type d'exercice. Ah, c'est la première fois depuis 1958. C'était la première fois qu'effectivement il y avait une proposition votée par la majorité sénatoriale et donc adoptée par le Sénat. Je pense que c'est important dans le climat de polémique un peu inutile, même si évidemment nous avons aussi souligné ce qui nous est apparu être des carences dans la gestion des affaires publiques. Je rappelle donc que, pour faire simple, à la fin de l'année 2023, le gouvernement prévoyait un déficit public, alors là je parle juste au moment du budget, je vais faire simple, de 4,4% pour l'année 2024. Il finit d'ailleurs à 6,1%. Sachant que chaque... Sacré écart, ça fait en fait 50 milliards d'écart. Moi, si vous voulez, je veux bien entendre que les exécutants, les membres de l'exécutif, sous l'autorité de 2 premiers ministres, Elisabeth Borne, Gabriel Attal, les ministres, et notamment Bruno Le Maire et Thomas Cazenave, disent on a tout fait, on n'a rien négligé. Eh bien alors, à ce moment-là, c'est encore plus préoccupant, parce que ça veut dire que même s'ils ont tout fait et tout bien fait, il manque évidemment... il y a un écart substantiel. 50 milliards. Certains, monsieur Husson, parlent même de 100 milliards d'euros de trous. Oui, on l'a dit également, mais c'est parce que c'est la différence entre la loi de programmation des finances publiques, ça donne la trajectoire jusqu'à l'horizon 2027, et qui était donc à ce moment-là plus faible, qui était de mémoire à 3,7% le déficit public. Exact, et on est arrivé à plus, Voilà, donc si vous voulez, je pense qu'il faut prendre les chiffres tels qu'ils sont. Tout à fait. Il faut les repositionner en matière de dégradation. Moi, je pense que cette année, c'est une forme de dérive, parce que nous avions déjà eu l'incident sur l'année 2023, où en fait on avait eu une dégradation plus importante que prévu du déficit. C'est ce qui m'avait amené à m'inviter à Bercy pour regarder et surtout comprendre comment il y avait pu avoir ce dérapage. Mais on était malheureusement qu'au début d'une dégradation qui s'est accélérée, ce qui quand même me préoccupe, parce que c'est l'avenir de la France et des Français. Bien sûr. Ce dérapage s'est transformé quand même, comme vous le dites, en dérive. Et justement, vous parlez de cette irresponsabilité assumée et vous parlez d'un Parlement ignoré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, parce qu'à un moment donné, vous en parlez, et on dit, ah oui, écoutez, ce serait bien que d'ailleurs une lettre adressée par Bruno Le Maire et Tom Cazenave et Elisabeth Borne, il dit, on recommandait de partager largement le caractère critique de notre situation budgétaire, à la fois au sein du gouvernement, mais également dans l'opinion publique. Volonté d'informer, elle n'a pas eu lieu. Non, et je note, on va noter 2 choses. On est à ce moment-là, on est au mois de décembre. On est au mois de décembre, lorsque donc on a la trajectoire qui est annoncée, et cette note est une note du 6 décembre, je crois, 2020. Non, il y a une note, du Trésor qui indique qu'il y a un risque de dérapage. Il y a une note du 13 décembre qui est co-signée des 2 ministres adressée à Elisabeth Borne en disant ce que vous venez de dire. Attention, il y a un risque de situation critique. Il faut vite informer le gouvernement et l'opinion publique. Et en fait, il y a peu de réactivité. Il y a évidemment insuffisamment de mesures. Il y en a quelques-unes, mais qui sont très à la marge. Et d'ailleurs, donc, je vous ai dit quel était l'objectif du gouvernement lors du vote en décembre 2023 du Parlement, et c'est moins de 60 jours après que le ministre et le gouvernement, dans un temps très court, très rapide,
brusque un peu les choses et décide par décret de supprimer 10 milliards de dépenses qui venaient d'être votées, évidemment, dans la totalité du budget. Donc il y a une forme, si vous voulez, de précipitation. Oui. Qui n'est pas peut-être la meilleure des démarches à prendre, effectivement. Mais ce que vous dites d'ailleurs, si j'ai bien compris, corrigez-moi si je me trompe, en fait, Elisabeth Borne aurait pu prendre des mesures pour un montant total de 1,5 milliard d'euros. Force est de constater que la Première ministre les a exclus sans en proposer aucune autre. Pour Gabriel Attal, reproché d'avoir privilégié pour redresser des comptes des annulations de crédit. On ne va pas entrer dans la technique. Vous avez bien expliqué le projet de loi des finances rectificatives, mais en fait tout ça s'est passé quand même dans une opacité assez totale, monsieur le sénateur. Voilà, effectivement, ce qui est de notre point de vue aussi dommageable, c'est que toutes ces opérations se font uniquement par le choix du gouvernement, sans associer jamais le Parlement, au moins les deux commissions des finances, les tandems président-rapporteur, de la même manière que dans les explications, les mesures, en tous les cas certaines des mesures qu'annonçait le Premier ministre d'alors, Gabriel Attal, oui. Il y avait un sursis à statuer, un report plus tard. On comprend que la sensibilité politique peut-être du sujet, et notamment alors qu'arrivaient les élections européennes, a été certainement un des facteurs explicatifs. Mais comme je le dis, le Parlement n'a pas été associé d'aucune manière, oui. Alors qu'on avait fait notre rapport je dirais de la première étape. Et on pensait que ce serait la première et dernière étape de la dégradation de nos comptes publics. Ce qui n'a pas été le cas, et d'ailleurs vous avez tout à fait, évidemment raison enfin, ce qui me paraît la moindre des choses quand même, c'est le rôle des parlementaires, et puis cet aspect. Et alors, ce qui est intéressant, je voudrais quand même que vous réagissiez, parce que notamment Bruno Le Maire dit, d'après votre rapport, ce n'est pas un rapport, c'est un réquisitoire d'opposants politiques truffés de mensonges, d'approximations et d'affirmations sérieuses. Signé Bruno Le Maire, avec d'ailleurs Elisabeth Borne et Gabriel Attal. Comment réagissez-vous ? Je réagis en déplorant, je pense, un moment ou un sentiment d'agacement. Peut-être pense-t-il qu'il y a une injustice à son endroit, je n'en sais rien, mais tous les éléments qui sont les chiffres, etc., qui sont dans nos rapports des missions d'information, sont tous des rapports, des chiffres qui sont les chiffres du gouvernement. Okay. Nous n'avons rien fait d'autre que d'utiliser, d'analyser et d'essayer de comprendre. Oui. À titre personnel, à plusieurs reprises, j'avais même interpellé le gouvernement au cours du premier semestre de l'année 2024, m'inquiétant de la dégradation des comptes. Et souvent, on nous a opposé, je le dis, les positions des Républicains à l'Assemblée nationale. Quand on est au Sénat, on répond déjà aux sénateurs. Ça me paraît la moindre des choses, et notamment au regard de la position des sénateurs, dont je redis deux éléments. Le premier, de dire on avait voté 7 milliards d'économies, et puis parce que on l'a entendu aussi, le sujet des retraites. Sur les retraites, le Sénat, la majorité sénatoriale a accompagné et a voté favorablement avec le gouvernement. Donc je pense qu'il ne faut pas de faux procès. Et nous sommes une mission d'évaluation et de contrôle. Nous ne sommes pas des procureurs, nous ne sommes pas des censeurs. Non, mais... On s'est bien gardé d'ailleurs de le faire. Mais vous faites votre métier. Mais juste plus généralement, une dernière question, Jean-François Husson. Est-ce que quand même cette espèce de dégradation, de dérive, il faut le dire, vous le dites d'ailleurs, et c'est clair avec les chiffres qu'on a, est-ce que ça ne traduit pas quand même quelque chose qui d'ailleurs précède de loin peut-être les deux derniers gouvernements, cette opacité, ce manque de transparence. Enfin, je veux dire, ce n'est pas en cachant les choses, ce n'est pas en dissimulant, c'est pas en faisant des faux semblants ou des rideaux de fumée qu'on va arranger le réel, c'est le réel. J'ai envie de dire oui, parfaitement, et oui, malheureusement, et j'assume le fait de dire les choses avec un peu de rudesse, mais parce que je pense qu'on est dans un moment
ou peut-être plus encore que par le passé, au regard de la gravité de la situation et de l'instabilité qui gagne le pays, on doit se dire les choses. On doit le dire en vérité. C'est pas toujours agréable à entendre, et on doit en tirer les conclusions. Et moi, j'assume les deux. Je dis les choses en face. Eh bien, voilà, ça peut être un peu rugueux. Et puis, aujourd'hui, je me retrousse les manches pour essayer de donner le coup de main dans la coalition gouvernementale, qui est une coalition politiquement minoritaire, mais on va se retrousser les manches pour essayer de redresser la situation et que la France soit fière de s'engager dans un sursaut avec un effort massif, mais que les Français peuvent accepter de faire si on leur rend compte de ce qui s'est passé. Exactement, si on rend compte, tout à fait, si on se rend compte de ce qui est passé, parce qu'il ne faut pas leur raconter des histoires, et justement, vous essayez, vous ne leur racontez pas l'histoire, et on aimerait que cet exemple soit suivi à tous les niveaux et dans tous les pouvoirs. Merci Jean-François Husson. Français, les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Troisième jour de la mobilisation des agriculteurs avec la coordination rurale à manœuvre dans le sud-ouest, avec la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui disent qu'ils ont déjà obtenu une première victoire parce qu'on va discuter à l'Assemblée nationale du Mercosur et le contester le 26 novembre prochain. Mais en attendant, des mobilisations, on les a déjà vues, des mobilisations, des rassemblements, des actions, des actes, et puis aussi, eh bien, des pleurs. Et aussi, ce cri que vous allez entendre, c'était hier à la préfecture d'Agen. 2 membres de la coordination rurale avaient été acceptés, avaient été reçus à la préfecture de Lot-et-Garonne. Ils sont sortis et voici un extrait de leur réaction. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Chant révolutionnaire, mais en attendant, écoutez, c'était hier soir, Karine Duc et José Pérez qui avaient refusé de quitter les lieux, qui avaient refusé de quitter la préfecture et qui ont été escortés par les forces de l'ordre sans incident hier soir. Mais écoutez quand même leur réaction. On nous a pas répondu au début de l'année. On nous répondra pas maintenant, on nous répondra pas demain, c'est tout. Jamais. Voilà, c'est tout ce qui se passe. Ça veut dire que vous pouvez crever, c'est ça que ça veut dire. Mais on va pas crever, hein, parce qu'on va se battre, parce qu'on sait se battre, hein, et on va voir qui monte. Alors voilà, on va crever, on va pas crever. Telle est la question, et oui, on en est là, telle est la question. Bonjour Véronique Le Floch. Bonjour. Bonjour, vous êtes président de la coordination rurale. Alors, où en est-on aujourd'hui? Parce qu'on entend effectivement 2 sons différents. Vous, la coordination rurale, vous continuez le combat et vous dites on va aller, en tout cas, loin, on ne va pas s'arrêter comme ça. Et d'autres, notamment l'Alliance majoritaire FNSEA Jeunes Agriculteurs, dit nous, on ne veut pas provoquer les blocages, on ne veut pas ennuyer les Français. Et on a seul une première victoire avec ce vote attendu sur le Mercosur dans quelques jours. Comment vous réagissez, vous? Eh bien, écoutez, moi, j'ai toujours écouté le terrain. Le terrain dit que ce n'est toujours pas supportable. Rien n'a changé entre hier et aujourd'hui. Nous n'avons rien obtenu. Nous, ce que nous voulons, c'est vraiment pouvoir produire comme les autres et puis vivre de notre métier. Nous devons gagner notre vie. Nous ne devons pas être mis en concurrence avec, justement, des produits qu'on ne souhaite pas chez nous. Soit on veut de nous et de nos produits, soit on veut pas de nous. Mais nous, justement, on est là dans l'intérêt de tous. Pour nous, c'est pas seulement égoïste, hein. C'est pour nous et c'est pour le consommateur. C'est pour l'avenir du pays. Ça s'inscrit dans la souveraineté. C'est la logique du ministère de l'Agriculture. Mais c'est pas ce qui se transpire à partir de ces bureaux parisiens et européens. Oui. Et alors, oui. Vous avez entendu Karine, vous avez entendu ces cris de détresse. Et on devrait leur dire de rentrer chez eux. Vous savez que l'hiver dernier, quand ça a démarré sur l'A64, quand un président de la FDSEA a dit à tout le monde sur le terrain, rentrez chez vous. Et c'est là que tout a explosé. Là, on part sur la même chose. Dire à nos collègues de rentrer chez soi, c'est
c'est faire exploser la colère. Non, c'est maintenant. Et maintenant, on veut du résultat. Et on devrait produire comme tout le monde. Et on doit être considéré comme tout le monde. Nos produits sont de qualité. Nos produits ont de la valeur. Et ceux qui nous les achètent, ceux qui vous les vendent, doivent nous les payer. Oui, justement, et effectivement, c'est en train il y a une espèce de dérapage formidable. Tout se passe comme si on a envie de passer les agriculteurs par pertes et profits. Au profit de quoi, justement? Bonjour Michel Onfray. Bonjour André. Oui, d'ailleurs, je signale, ça va paraître dans 3 semaines et on l'attend, le livre que vous sortez avec Véronique Le Floch, Entendez-vous dans nos campagnes. Hein, vous savez, vous connaissez Entendez-vous dans nos campagnes. Mugir nos féroces soldats, là, ce sont les agriculteurs qui réagissent. Alors, Michel Onfray, comment vous réagissez, vous? Vous êtes avec Véronique Le Floch, avec la coordination rurale. Comment vous réagissez à cet état des lieux? On a l'impression que, oui, allez, criez tant que vous voulez, mais écoutez, Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, dit oui, mais attendez, il faut pas bloquer, hein, tolérance zéro, il faut arrêter quand même d'ennuyer les Français. Oui, alors moi je suis compagnon de route de la coordination rurale et c'est vrai que nous participions tout à l'heure à une table ronde et on a pu voir qu'il y avait une aile modérée et une aile qui l'est moins, enfin des gens qui disent bon, il faut jouer le jeu des institutions, discuter avec les ministères, faire le nécessaire pour que nous puissions avancer, etc., etc. Et puis d'autres qui disent non, il faut bloquer, il faut aller jusqu'à l'Élysée, bloquons même jusque-là. Donc il y a des positions différentes suivant qu'on est effectivement plus ou moins proche de... Moi, je ne vais pas faire de la politique politicienne, c'est pas le jeu, c'est pas dans le jeu. Mais donc j'ai trouvé, moi, en découvrant Véronique à la télévision, qu'elle disait des choses vraiment très intéressantes. Je trouve que cette paysannerie est sensée, intelligente, qu'elle dit des choses incroyables. Moi, je suis là depuis hier soir. Je vous assure que j'apprends des choses. Moi qui défends l'autogestion, je découvre des gens qui sont intelligents, cultivés, très informés sur les chiffres, très informés sur la réalité, qui mènent un véritable combat. Donc c'est compétence contre incompétence. C'est pas compétence paysanne contre compétence bureaucratique maastrichtienne, je dirais. C'est l'incompétence de gens qui, fonctionnaires et bureaucrates, veulent absolument en finir avec la paysannerie française. Je pense que si on s'inscrit dans la longue durée, il y a un désir d'industrialiser la production agricole, donc d'en finir avec la petite paysannerie. La chose n'est plus la vraie paysannerie, des gens qui produisent des belles choses pour produire de bons produits dans les assiettes. Et je pense qu'il faut mener ce combat. Simplement, c'est la question de la méthode. Est-ce qu'il faut discuter avec des gens dont on sait ce qu'ils sont? Macron connaît son projet, c'est l'Europe d'abord et la France après, il le faut. Et puis Barnier, il a été commissaire européen. Je vous rappelle que récemment, le 11 novembre, il a repris un petit garçon qui agitait un petit drapeau français en lui disant qu'il n'avait pas de drapeau européen. Et qu'il fallait absolument qu'ils soient toujours ensemble. Donc évidemment, voilà quelqu'un qui dira qu'il est du côté des paysans, mais qui ne le sera pas. Deux logiques différentes. Véronique Le Floch. Alors, effectivement, le problème, il est posé depuis longtemps, et puis là, il est vraiment posé dans son acuité, il a une transparence totale. Et le problème, il est quoi? Il est qu'on veut faire venir des produits de partout, du poulet ukrainien jusqu'à la viande argentine, et en disant, oui, mais vous comprenez, oui, mais c'est trop... les produits français sont trop chers pour le caddie du français moyen, enfin ce qu'on appelle français moyen, et en fait, est-ce qu'on n'a pas empêché ce qu'on appelle les circuits courts, les circuits de proximité, la possibilité d'un agriculteur, d'un éleveur ou d'un agriculteur, etc., de faire ses produits et de pouvoir les vendre, pas seulement à proximité? Est-ce que c'est pas ça le vrai problème? Est-ce que le vrai problème, c'est pas que le producteur, celui qui travaille la terre, celui qui est là tout le temps, il est pour partie, je dirais presque négligeable dans la répartition des ventes, des bénéfices, des recettes? Le problème, c'est l'agricide. Le problème, c'est une politique qui vise à détruire l'agriculture, et quelle que soit son échelle. Parce que on a déjà une destruction de la part de nos politiques français avec ces surnormes. Ces surnormes qui font que des productions disparaissent jour après jour sur notre territoire. Vous parleriez avec certains qui roulent vers Bordeaux, c'est la noisette, c'est le kiwi, c'est plusieurs produits alimentaires qui vont disparaître de France. Qu'est-ce que vous appelez... Oui, Véronique, excusez-moi, qu'est-ce que vous appelez les surnormes? Donnez-moi concrètement, c'est quoi des exemples de surnormes?
Eh bien, par exemple, pour soigner nos plantes, on citait ce matin la noisette qui est attaquée par un petit ver et pour lequel il reste encore deux molécules autorisées en Italie, en Espagne, ailleurs, mais pas chez nous. Ouais. Donc on est en Europe, mais on n'a pas les mêmes normes. Et la France surtranspose. Et ensuite, à l'échelle européenne, on a encore cette volonté de détruire l'agriculture. Et là, ça semble clairement une destruction de l'agriculture à l'ouest de l'Europe. Et elle se traduit à travers le Green Deal, donc du plus vert, et en même temps avec le dialogue stratégique à travers lequel on peut lire la fin de l'élevage. La fin de l'élevage pour justement laisser de la place à tout ce qui pourrait venir d'ailleurs. Si bien que ces accords de libre-échange sont aussi une raison d'aller manifester. Parce que des accords à travers lesquels on pourrait voir l'Europe et surtout la France inondée de viande que nous pouvons nous-mêmes faire chez nous. Ben oui. Eh bien, c'est pas seulement la mort d'exploitation normale comme la mienne, moyenne, c'est aussi la mort des circuits courts. Pourquoi ? Parce que si des grands faiseurs, des multinationales comme JBS, Tyson, Cargill, tout cela viennent s'implanter et inonder l'Europe de leurs produits, alors ils vont commencer par fermer nos abattoirs. Ils vont seulement conserver les plus modernes et ils ne seront pas nombreux. Alors tous ceux qui veulent faire du circuit court pour les citoyens qui justement ont choisi cette voie, ont choisi d'aider les agriculteurs, eh bien tout ça ne sera pas possible. Parce que si votre bête, vous devez faire 200 km, eh bien vous ne le ferez plus. Donc on condamne vraiment toute l'agriculture, petits et gros, ceux qui vont mal, ceux qui vont bien. Oui. Et donc, Véronique Le Floch, vous allez, enfin, tout se met en place, tout se passe comme si on se disait, bon, pertes et profits pour les agriculteurs français et autres, d'ailleurs, d'autres pays d'Europe. Écoutez, c'est la mondialisation, voilà, vous allez prendre des viandes du Kamchatka, enfin, je caricature, mais à dessein, et puis le reste, eh bien, écoutez, tant pis pour les élevages, tant pis pour les éleveurs, tant pis pour le reste. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on va manger, Véronique Le Floch? Parce que c'est ça, à la fin, qu'est-ce qu'on va manger? Et à quel niveau de qualité on va manger, nous, les millions, les dizaines de millions de citoyens? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est mis en place aujourd'hui pour avoir une alimentation de qualité et accessible à tous, c'est-à-dire à un prix raisonnable, au travers des politiques que la coordination rurale n'approuve pas. Nous préférions vivre de prix plutôt que de primes. Mais il faut que tout le monde soit conscient que ces primes, elles ont été mises en place pour justement maintenir un prix abordable dans nos commerces et pour tous. Le problème, c'est que demain, avec une réduction de l'offre, à travers la disparition de nos exploitations, c'est justement une dépendance qui va se créer. Et qui dit dépendance, dit justement offre réduite et donc explosion des prix. Ouais. Donc on va devoir payer pour avoir accès à une alimentation que nous ne voulons pas. Et c'est là qu'on pourrait se dire qu'il faudrait interroger tous ces écologistes. Mais que voulez-vous ? Ouais. Pourquoi êtes-vous toujours contre les agriculteurs? Parce que même quand on veut supprimer l'élevage, on veut quoi? De l'élevage de la viande de synthèse? Mais il est prouvé par l'université de Chicago que la viande de synthèse pollue jusqu'à 5 à 21 fois plus que de la viande produite dans nos champs. Alors, de grâce, arrêtez de taper sur l'agriculture et ne voyez pas nos actions du moment comme quelque chose de dégradant, comme non, nous sommes là pour votre survie, pour notre survie. Mais justement, Michel Onfray, en élargissant le problème, c'est assez hallucinant de voir cette doxa écologiste qui est soi-disant pour la nature, pour justement contre la pollution, etc., nous amener à manger des viandes de synthèse, des œufs sans jaune d'œuf ou des fromages sans fromage ou presque, au nom de la pureté, de la dépollution et de protéger la planète. Ça traduit quand même un état d'esprit tout à fait étrange, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais vous savez, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, pas Sandrine, mais Jean-Jacques Rousseau disait au XVIIIe siècle, et c'est l'idéologue de la progressisme, commençons par écarter les faits. Et puis pensons après. Et là, il y a effectivement, c'est les écologistes qui disent qu'il faudrait commencer par écarter les faits. Mais les faits, c'est effectivement ce que disait tout à l'heure Véronique, c'est-à-dire que cette viande de synthèse, finalement, est une viande tumorale. Ça n'est jamais que la fabrication de cancer à partir de viande clonée, de cellules clonées.
On se dit, mais ce sont les écologistes qui défendent ce genre de choses. Il faut des centrifugeuses, il faut des ordinateurs, il faut des frigidaires, il faut un matériel qui est extrêmement polluant, et 24 heures sur 24. Les écologistes n'ont rien à dire à cette pollution-là. C'est la criminalisation des paysans qui utilisent un peu de glyphosate, alors qu'en fait, il y a une pollution aujourd'hui avec les téléphones portables, avec les ordinateurs, et là, on n'entend pas les écologistes s'attaquer à cette pollution qui est radicale. Donc, ce sont des penseurs d'appoint, je dirais, les écologistes. Ils sont toujours là à faire 2-3%, mais on leur donne des ministères, on leur donne des postes de sénateurs, de députés. Ils ont des villes avec des associations avec le Nouveau Front Populaire, par exemple, et ils restent idéologues sur ce terrain-là. Il n'y a pas de souci de ce qu'est véritablement la paysannerie, puisqu'ils sont mondialistes, européistes, et qu'ils travaillent à la destruction de la paysannerie traditionnelle, au profit justement de cette industrie vers laquelle nous allons, et qui est une transformation de la paysannerie en industrie planétaire. Sous prétexte de bien-être des animaux, je reprends ce que vous disiez, on fabrique du foie gras qui n'a jamais vu de foie et qui est essentiellement fait avec des légumes, en nous disant que c'est l'alternative. On va prendre juste une petite pause et on reste avec vous, Véronique Le Floch, Michel Onfray. C'est très important, on passe par une période vraiment cruciale. On veut savoir si on n'aura plus de fermes, et j'exagère à peine, si on n'aura plus d'élevage, si on n'aura plus d'agriculteurs, si c'est ça qu'on veut, et il faut savoir quel prix on aura à payer. Defrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Voilà, Congrès national de la coordination rurale. Nous sommes avec Véronique Le Floch, qui est présidente de la coordination rurale, et nous sommes avec le philosophe Michel Onfray. Et ils sortent un livre dans quelques semaines, et vraiment qu'on attend avec impatience. Entendez-vous dans nos campagnes. Siffler, encore une fois, qui on entend siffler. Véronique Le Floch. Aujourd'hui, au fond, pour revenir à ce qui se passe en ce moment, on a l'impression, je ne veux pas faire l'avocat critique ou cynique, mais on se dit, écoutez, on a vu l'année dernière ce qui s'est passé, chaque année ou presque ça recommence, les agriculteurs font des blocages, le gouvernement donne quelques, je ne dirais pas des rogatons, c'est complètement imbécile, de l'argent, des subventions, ce qu'ils peuvent, et puis ça recommence parce qu'au fond, le fond n'a pas été abordé, et que ce soit le Mercosur, que ce soit au-delà, les Panzer divisions de la mondialisation avancent, on dirait, implacablement. Alors, est-ce que vous pouvez résister à ça, Véronique Le Floch, vous, et je ne parle pas de vous personnellement, les agriculteurs, etc. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement? Parce que le public, les gens disent oui, on est avec eux, hein, si on regarde les sondages, bien sûr, beaucoup de gens sont avec vous, et la grosse majorité sont avec vous. Cela dit, ils sont avec vous, et puis verbalement, et puis ça s'arrête là. Que faire? Comme disait un certain Vladimir Ilitch. Eh bien, écoutez, on est quand même en période où on négocie le budget. Une principale source d'économie, c'est la suppression de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui attaque justement beaucoup nos agriculteurs, et sans que ça soit forcément justifié, que ça soit des questions d'eau ou autre. Oui. Donc avec cette économie-là, et toutes ces personnes qui pourraient être réorientées pour justement plus de contrôle aux frontières, quand on sait que seulement 3 à 7% des produits alimentaires qui rentrent en France seulement sont contrôlés, c'est écrit dans le rapport du sénateur Laurent Duclon. Donc, vous dites, attendez, c'est très important, vous dites que 3 à 7% des aliments qui rentrent sont contrôlés. Tout le reste, rien, quoi. Passe à la trappe. Vous savez qu'un agriculteur est bien plus contrôlé que toutes ces marchandises. Pour nous, on a des contrôles qui vont bien au-delà on peut être amené à jeter un camion de lait parce qu'on trouve un petit soupçon d'antibiotiques. Alors qu'on sait très bien que peut-être le lait n'a même pas été jeté, mais nous, on est pénalisés. Donc oui, on est extrêmement contrôlé. On est contrôlé en plus, vous le savez très bien, par satellite. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup à faire en termes de contrôle. Le ministère de l'Agriculture, Bercy s'était engagé en début d'année à aussi plus de contrôle par rapport à la francisation, justement. Et là, nous avions vu un millier de contrôles dans nos grandes surfaces qui avaient révélé un tiers de fraude.
Et donc, nous appelions à poursuivre ces contrôles, mais pas seulement dans les grandes surfaces, aussi justement dans l'industrie agroalimentaire. Et ensuite, pour une juste répartition de la valeur, et bien là, il faut vraiment un contrôle de toutes ces entreprises qui sont implantées partout, parce que cette mondialisation voulue par nos politiques, elle est déjà actée et en route depuis très longtemps par nos industriels de l'agroalimentaire. Une question que je voudrais poser technique. Alors moi, de ce point de vue, je suis tout à fait huron, et quand je vais, moi, dans un supermarché, remplir mon caddie, que ce soit viande, etc., sur 100 € que j'ai dépensé au supermarché pour remplir mon caddie d'aliments divers et variés, combien revient au producteur, je parle à l'agriculteur ou à l'éleveur, vous savez ? Ou pas? Alors oui, on appelle ça l'euro alimentaire, et donc sur un billet de 100, il ne revient en valeur ajoutée que 6,50 € aux agriculteurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une part importation dans ce billet de 100 € qui représente 30 €. Ah bon? 30 €. Vous voulez dire que si... Oui, allez-y, je vous en prie. 30 € dont la moitié, en fait, correspondent à des produits que, de toute manière, nous ne produirions pas en France. Mais toujours est-il qu'il y a quand même bien plus qui va aux produits d'importation qu'à nous autres agriculteurs. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a 30 € de produits d'importation et 6 € pour l'agriculteur. Et le reste, c'est la distribution, etc., etc. La distribution, la transformation, les transports et un peu de TVA. D'accord. Donc, si vous voulez, en fait, cet état des choses qui est là et depuis, qui est là depuis des décennies, l'impression que vous avez, si jamais rien ne change. Est-ce que, franchement, par exemple, est-ce que le Mercosur, c'est un enjeu principal parce que on tourne beaucoup sur le Mercosur, ou à votre avis, c'est pas le problème principal, c'est pas le Mercosur, c'est l'ensemble du tableau? Tout à fait, c'est l'ensemble du tableau, mais ce jour-ci, avec le G20 qui se déroule là-bas, on est obligé de se faire entendre, on est obligé de dénoncer cet accord qui pourrait être signé, même si un référendum est passé, en quoi ça empêcherait nos dirigeants, qui ne sont d'ailleurs pas élus, à le passer en force. De toute manière, on en a connu déjà 5 ou 6 depuis le début de l'année. Ouais. Avec le Chili, avec le Kenya, avec la Nouvelle-Zélande. Et pire encore, on sait qu'on produit chez nous des produits. Je prends la Nouvelle-Zélande, 15 000 tonnes de produits laitiers de Nouvelle-Zélande à venir en Europe. Avec le CETA, donc le Canada, ce sont 15 000 tonnes de produits laitiers qui vont de nouveau aller vers le Canada. Entre-temps, on pénalise nos agriculteurs, on baisse nos prix sous le fait de cette mondialisation. Mais en plus, on a des bénéficiaires que sont les gros industriels, toujours les mêmes. Ouais. On prend par exemple en lait, Lactalis. Lactalis a bénéficié de ses quotas à l'export vers le Canada, mais Lactalis au Canada est aussi aidé par le gouvernement canadien du fait de cette perturbation. Oui, double peine pour les uns, double bénéfice pour les autres. Merci Véronique Le Floch et merci Michel Onfray. On attend votre livre, on en reparlera à ce moment-là et puis surtout, on continuera à vous écouter et j'espère vous aider. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et pour son face-à-face, André Berkov reçoit aujourd'hui l'ancien député et avocat Gilbert Collard qui nous présente ses mémoires, Indéfendables mémoires aux éditions Mareuil. Alors, Gilbert Collard, j'allais dire ce cliché. On ne présente pas Gilbert Collard. Si, on le présente. Je suis imprésentable d'abord. Parce que, mon cher Gilbert Collard, cela fait très exactement 55 ans que vous avez prêté serment et que vous êtes devenu avocat au barreau de Marseille. Donc, je reçois comme une espèce de statut, je ne dirais pas d'EHPAD, parce que vous ne serez jamais en EHPAD. Ah, jamais, non. Jamais. Eh bien, quand même, 55 ans, c'est... Dis donc, c'est pas mal. Alors, en 2 mots, là, vous faites vos mémoires d'avocat avec les plus grosses affaires, effectivement, on va en parler. Ranucci, la tuerie d'Oriol, Ossarès, Flactif, qui ne se rappelle pas de Flactif, le Grand Bornand, etc., les bébés échangés. Alors, les bébés échangés, c'est quelque chose. Et puis, votre carrière politique, il faut le rappeler, hein, vous avez été député européen. Député national. Député national. 2 fois.
2 fois, absolument. Marion Maréchal, ex-Le Pen, oui, et moi-même, nous avons quand même été les 2 seuls élus du Rassemblement National, à l'époque Front National, en 2012. C'est vrai. On l'oublie un peu, ça. Depuis, il y a eu une multiplication. Ah ben oui, il y a eu la multiplication des pains. Voilà, croisser et multiplier, ça a été le cas pour le Rassemblement National et puis bien d'autres. Mais alors, je veux dire, avant de parler de votre livre, on va en parler, en tout cas que je recommande, parce qu'il est vraiment bourré d'histoires, d'affaires. Et puis, ce qui est étonnant, mais on va parler, moi je voudrais vous parler de cette position de défense, parce que vous, au fond, est-ce que l'avocat, c'est pas d'abord l'éloquence. Est-ce que c'est quoi? C'est ok, d'accord, l'inquiétance du dossier, d'accord. Mais est-ce que c'est l'éloquence, c'est quoi? Si vous aviez à définir le métier. Bah écoutez, d'abord, c'est un métier qui est extraordinaire, puisque tout commence par cette phrase presque biblique. Le président de la cour d'assises vous donne la parole. Il vous dit, maître, vous avez la parole. Ouais. Alors, cette phrase, toute simple, répétitive, qui devient même tellement elle est usée par le temps, éculée. On ne fait même pas attention. Elle est l'expression quand même de tout le fondement d'une civilisation. Celle qui est fondée sur la capacité à croire que le verbe, la parole, l'échange, l'écoute, parce que la parole ne va pas sans l'écoute, bien sûr, je parle de la parole et de l'écoute, peuvent forger une conviction. C'est-à-dire qu'on est dans la civilisation où la parole peut convaincre. On est donc dans l'humanisme, ce qui fout le camp complètement, hein, je le dis tout de suite, hein. Parce que on n'a jamais autant parlé qu'aujourd'hui. Oui, mais alors, quelle est la qualité de la parole d'aujourd'hui? Voilà. Je veux dire que ce ne sont pas les communicants qui font les éloquents. Certes. Les communicants font les impuissants du verbe. C'est une parole métallique. Les châtrés du mot. Les châtrés du mot, oui. Ça aussi. Oui, les chartreux, ils sont entrés dans l'ordre des chartreux du mot. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que l'avocat, au fond, c'est ça, c'est l'éloquence, c'est-à-dire que vous devez convaincre c'est plus que ça, dans votre vrai. Plaidoirie. Voilà, non, mais c'est la plaidoirie. Oui. Non, mais à dire vrai, c'est la capacité à faire entrer une telle énergie dans les mots, et une énergie qu'on paie au prix de sa vie, hein. Attention, je veux dire... au prix de sa vie. Comment ça, au prix de sa vie? Parce qu'on y met tout ce qu'on a, quoi. On y met tout ce qu'on a. Si vraiment on veut convaincre, il faut que le mot... On y met vraiment les tripes. Enfin, si on veut... Moi, je me rappelle ce que m'avait dit le président Fayolle, hein, quand j'avais plaidé dans l'affaire d'Auriol. Je racontais comment le petit garçon qui avait été décérébré à coups de barre de fer avait été transporté dans le coffre du véhicule par Finocchetti qui le tenait dans ses bras. Et le président m'a dit, mais on a vu l'enfant dans les bras. On va dire, on l'a vu. Quoi. Mais il m'a dit, mais les jurés même n'en revenaient pas, quoi, parce qu'il y a eu quelque chose de complètement ahurissant, c'est que vous étiez tellement dans la scène que j'avais les bras qui me faisaient mal après. Vous voyez, alors c'est une forme d'hystérie oratoire, hein, mais si on ne met pas tout ce qu'on a, et c'est ce que je raconte dans le livre, à plusieurs occasions, hein, dans des procès, Auriol, l'affaire Ranucci, Ossarès, si on ne met pas tout ce qu'on a de vie, les mots sont morts, les mots sont flasques, quoi. Et alors, justement, Gilbert Collard, qui il s'agit de convaincre? Le jury, le président, tout le monde. Qui s'agit d'ailleurs? Quand vous plaidez, comme ça, dans les affaires que vous racontez dans votre livre, qui est le plus important à convaincre? Mais d'abord, il faut faire du renseignement intuitif. Il faut regarder pendant toutes les audiences les jurés, les identifier, voir comment ils réagissent à la question qu'on pose, celui qui est souriant, celui qui fait la gueule. Écoutez. Ah oui, pendant tout le procès. Moi, c'est ce que je faisais. Ah ouais. Je regardais, j'identifiais les jurés. Je me disais, tiens, celui-là, il m'a la bonne. Tu sais, quand j'ai dit ça, il a mal réagi, lui, là. Et puis, écoutez le questionnement du président pour savoir ce qui se cache derrière de parti pris. Ouais. Je vais prendre un exemple. Oui, allez-y. Un exemple, quand on entend dans l'affaire des assistants parlementaires du RN,
le procureur de la République dire à propos de Jalc, que je salue au passage, parce que c'est un type remarquable, j'aimerais bien demander la relaxe, mais ça me ferait mal. Oui, il n'y a pas les faits. Les faits ne justifient pas une inculpation, mais ça me ferait mal de demander la relaxe. Vous vous rendez compte de ce qu'il y a derrière, de ce que cette simple phrase révèle du paysage pénitentiel, partisan, qui existe derrière cette simple phrase. Oui, mais Gilbert Collard, les procureurs, les avocats généraux sont des hommes et des femmes comme les autres. Ils ont leurs sentiments, mais vous allez me dire, ils doivent les cacher. Ils ont, quand même. d'après la Cour européenne, que j'aime pas, mais qui de temps en temps fait office d'utilité, le procureur de la République et l'avocat général ont une obligation d'impartialité. Oui, bon, ils ne sont pas des autorités judiciaires, mais ils doivent être impartiaux. Et là, pour le coup, on n'y est pas. Donc, très attentif à ce qui se cache derrière les questions, derrière les attitudes, derrière les mots. Vous faites de la psychologie, de la physionomie, enfin, je dirais. Oui, il faut avoir une écoute psychanalytique, quoi. D'accord. Quasiment, pour comprendre ce qui se cache derrière une question orientée, derrière une hésitation. Mais c'est même comme ça qu'on chope des témoins, du reste, qu'on les fait tomber. On les fait tomber à travers une question qu'on pose, une réponse hésitante, le pourquoi vous hésitez, par exemple. Pourquoi vous avez attendu pour me répondre? Oui, vous essayez de déstabiliser aussi le témoin quand il est à charge. Enfin, oui. Ouais, moi je me rappelle avoir interrogé... Donnez-moi un exemple, justement. Ben voilà, oui. Il y avait du reste Dupond-Moretti qui plaidait contre moi. Il avait fait acquitter le client en première instance. Ouais. Et le parquet avait fait appel. Donc on se retrouvait à la cour d'assises de Draguignan. Et il y avait un témoin, un expert, qui mettait hors de cause son client. Ça se passait très loin, très loin de Draguignan. Hein. Et je commence à interroger l'expert. Et j'avais des papiers sur moi. Ouais. Et je savais que cet expert mentait. Hein. Bon. Et je fais comme si j'avais des données objectives. Ah oui, prenez un papier, ah oui. Ouais. Comme si vous aviez un comme dossier, dans un film, quoi. Hein, bon. Alors, l'expert venait de Colombie, je crois. Hein, vous voyez un peu bon. D'accord. Et je sens les gars de la narine. Voilà. Il y avait de gros problèmes. Et je lui dis, mais enfin, quand même, vous êtes sûr, et je lui montre le papier, vous êtes sûr de ce que vous dites? Je vous pose une dernière fois la question, avant d'abattre mes cartes. Ouais. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Et là, l'expert dit... Il a flanché. Ouais. Ah ouais. Non, j'ai pu me tromper, peut-être. Donc le rapport d'expertise qui dédouanait le client de Dupont est tombé à l'eau. Oui, bien sûr. Et finalement, le client qui avait été acquitté en première instance a été condamné à 15 ans de tôle en appel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la psychologie, c'est de savoir utiliser... En fait c'est du théâtre, au bon sens du terme. Ah, c'est du théâtre et de l'intuition. Hein, voilà. Bon, le type qui n'a pas l'intuition, c'est pas la peine. Hein. Bon, il l'a pas. Hein. C'est du théâtre et de l'intuition. Hein. Et justement, alors, puisqu'on est parti là-dessus, on parlera politique et ce qui se passe, l'état des lieux un peu plus tard. Je voudrais savoir, par rapport à ce que vous racontez, vraiment, on va pas les prendre tous, ça nous prendrait des heures, donc je renvoie au bouquin, et vraiment, lisez le livre, parce qu'il raconte... c'est la question bateau, quand même, Gilbert Collard, mais parmi les affaires que vous avez traitées, quelle est celle où vous avez eu le plus de plaisir, ou en tout cas le plus d'émotion, ou qui vous a peut-être la plus affectée dans tous les sens du terme? Oh, j'ai plaidé des horreurs, et il y a une affaire dont j'oserais même pas parler ici, je l'évoque, aucun avocat ne voulait plaider, mais je veux pas la raconter ici, parce que c'est tellement horrible que j'ose même pas la raconter au micro, bon. Mais l'affaire qui m'a le plus ému, c'est une toute petite affaire oubliée complètement, j'étais tout jeune avocat, et je reçois une désignation pour un type qui était interdit de séjour, vous vous rendez compte, depuis 1945. Et on était en 1971. On était en 1972, 1973. Ouais, d'accord. Et finalement, il s'était fait choper sur les quais. On l'avait incarcéré. Il était d'origine espagnole, parce qu'à l'époque, on rigolait pas. Et je vais le voir. Et à un moment donné, il me dit, mais vous savez, maître, je peux vous régler vos honoraires.
Ben ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Hein. Oui. Bon. J'ai dit, mais comment allez-vous faire? Il me dit, écoutez, voilà, prenez contact avec l'ambassade d'Allemagne. Elle me verse une pension tous les mois, et demandez-leur votre honoraire. Je dis, mais attendez, pourquoi l'ambassade d'Allemagne vous verserait une pension tous les mois? Il me dit, parce que j'ai été déporté à Dachau. Et je suis, je crois, le dernier témoin à charge vivant au procès de Nuremberg. Vous êtes en train de me dire que un déporté, témoin à charge au procès de Nuremberg, est interdit de séjour depuis 1945 à France, et qu'on n'a rien fait pour le réhabiliter. L'audience a lieu, je fais court, hein. Et j'explique ça à la présidente, document en main, hein. Elle est très perturbée. Il y a de quoi. Hein. Elle dit, on va rendre le jugement tout de suite, et je ne l'ai jamais vu une autre fois dans ma vie. Le tribunal s'est levé. Je ne l'ai jamais vu, hein. Le tribunal s'est levé pour relaxer mon client. À l'unanimité. À l'unanimité. Ouais. Et pour dire au procureur, le procureur avait requis la relaxe, hein. Ouais. Vous feriez bien maintenant de faire le nécessaire pour qu'il ait le droit de résider sur le territoire. Hein. Ça m'a, voilà, une histoire qui m'a bouleversé. Alors on va continuer à parler après cette petite pause avec Gilbert Collard. Beaucoup de choses à raconter, évidemment. Et je crois qu'il si vous voulez réagir, voilà, si vous voulez poser important. votre question, un numéro de téléphone, le 0826 300 300. .fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et toujours avec Gilbert Collard, qui lui est toujours dans tous ses états, et pour son plus grand bien et le nôtre, indéfendable mémoire, chez Marais Éditions, toutes les grandes affaires, et puis d'autres. Gilbert Collard, est-ce que vous avez idée de combien, enfin je ne vous prends pas un chiffre exact, mais combien d'affaires vous avez traitées dans votre justice? Si je prends les grandes affaires criminelles, toutes, pratiquement, quoi, hein, des 50 dernières années, quoi. Hein. Je sais pas, mais oui, mais j'ai dû plaider 1000 affaires aux assises, hein, peut-être. Hein. 1000 affaires aux assises. Ah ouais, alors, justement, la question que je voulais poser, c'est une question, évidemment, qui est toujours posée, mais c'est intéressant, et vous, on a parlé hors antenne. Alors, un avocat, évidemment, il est là pour défendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Et vous avez dû avoir le problème, c'est que, et c'est une question que tout le monde se pose, en tout cas que moi je me pose, et je suis loin d'être le seul. Évidemment qu'un avocat est là pour défendre. Bon, ça, c'est la banalité de base. Mais quand on a quelqu'un dont on sait qu'il est une crapule totale, une ordure absolue, un criminel récidiviste, un tortureur, un violeur d'enfants, ou autre, tout ce qu'on peut exister, la lie de l'humanité. Et on se dit, oui, mais il faut le défendre. Comment ça se passe dans votre tête, comment ça se passe? C'est très, très compliqué. C'est très compliqué. Souvent, on est déçu par le verdict, du reste. On se dit, moi, si j'avais été à la place des juges, il aurait pris beaucoup plus. Ouais. Mais c'est une pathologie à la fois rhétorique et combative. C'est-à-dire que... Non, mais quand vous savez ce que type a fait vraiment... Quand on plaide coupable, on plaide coupable. Ouais. Mais la plupart du temps, notamment dans l'affaire de l'assassinat du juge Michel, l'assassin, enfin celui qui conduisait la moto, mais ça revient au même, niait les faits. Donc j'étais à l'aise. Ah oui. Voilà, il niait les faits. Donc ouais. Il les avait reconnus auparavant, mais le jour de l'audience, quand il a fallu se lever pour le défendre devant tous les magistrats, heureusement, il niait les faits. Donc, mais au fond de moi-même, je me disais, la décision, ça appartient au juge, quoi. Voilà, on se débarrasse un peu du poids de la responsabilité morale ou autre. Il y a de ça quelque temps, je déjeunais avec une de mes amies qui a été présidente de la cour d'assises. Je dis pas d'où pour ne pas l'impliquer. Bon. D'accord. Et je lui racontais que j'avais fait libérer l'assassin du maire de Bilbao, Luis Miguel Apalategui, parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait une erreur sur le mandat d'extradition. Oui, erreur de procédure. Oui, donc, on indiquait qu'il avait les yeux noirs alors qu'il avait les yeux bleus.
Oui, c'est ça. Bon. Mais ça, c'est fascinant. Et allez-y. Et alors, j'ai plaidé. Vous avez utilisé ça. C'était lui, à l'évidence. C'était lui. Bon, alors, le tribunal exigeait quand même qu'il soit hébergé. Et j'avais demandé à Monseigneur Etchegaray, basque, de l'héberger. Il n'y est pas resté longtemps avec l'évêque, je vous le garantis. Il est vite parti. Bon, mais j'ai utilisé ce subterfuge de droit pour le faire libérer. Et mon amie présidente de cour d'assises me dit « Mais moi, j'aurais jamais pu être avocate ». J'ai dit « Oui, mais quand même, c'est pas moi qui l'ai libéré. C'est le président de la chambre d'accusation à l'époque. » Oui, c'est intéressant parce que vous, utilisant, on peut se dire, et c'est vrai que très souvent, on entend, vous savez, telle personne, oui, mais son avocat a utilisé un vice de procédure, il manquait un point-virgule quelque part, enfin j'exagère, mais à peine, et puis il l'a libéré. Et donc vous dites, oui, vous dites, mais c'est pas moi, avocat, qui libère, c'est les juges qui ont décidé d'eux. Est-ce que vous débarrassez pas de quelques culpabilités? Moi, je suis pas dire. J'ai toujours dit que. Ouais. Alors là, c'était pas une nullité de procédure. C'était quand même un fait énorme. On demandait d'extrader une personne qui allait être garrottée. Parce que chez Franco, à l'époque, on garrottait. Ne l'oublions quand même pas. Tué par le supplice du garrot. Voilà, Luis Miguel Apalategui, il arrivait en Espagne, 3 semaines après, il était garrotté. Bon. Mais dans un autre cas, si vous voulez. Alors moi, je l'ai toujours dit, je considère que annuler une procédure pour une question de pure forme est une aberration. Ah oui. Il faudrait n'annuler la procédure que lorsque la nullité porte atteinte à la vérité. Ouais. Mais annuler parce qu'on a laissé passer un délai, annuler parce qu'on a oublié une virgule, c'est objectivement scandaleux. Je l'ai toujours prétendu et je continue à le prétendre. En revanche, quand on a affaire à un vice de forme qui entache de suspicion la vérité, là c'est autre chose. Oui, d'accord. Alors justement, parlons un peu de toutes ces affaires que vous avez eues. Mais attendez, on va en reparler, je crois, avec une petite pause. Non, on a un peu de temps et tant mieux. Alors, évidemment, je me dis quel choisir. On va pas raconter tout et encore une fois nous prendrez. Mais je voudrais parler, par exemple, de l'affaire Aussaresses où effectivement, rappeler un peu ce que c'était Général Aussaresses. Aussaresses, ça fait bon. Il était responsable des services spéciaux en Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, au moment le plus chaud de la guerre d'Algérie. Et le gouvernement de Guy Mollet, socialiste, le ministre de la Justice s'appelait François Mitterrand, lequel du reste a appliqué la peine de mort à Tir-Larigot au passage. Absolument, il faut rappeler ça. Non mais j'ai des documents où il y a de la main de Mitterrand, rejet. Vous voulez dire que le responsable de l'abolition de la peine de mort... il a été pour la peine de mort pendant un bon bout de temps. Ouais. Ça, j'ai vu les documents. Bon, donc l'armée a les pleins pouvoirs. Ce qui veut dire qu'elle a les pouvoirs de police. Et là, l'armée va pratiquer, parce que les attentats se répètent, la violence est inouïe. Elle va pratiquer la torture. Il y a l'attentat de Milkebark, pardon. Elle va pratiquer la torture. Et Aussaresses va révéler dans un livre qu'il a effectivement pratiqué la torture. Alors là, ça va être une explosion d'indignation, alors que tout le monde le savait. Mais personne ne le disait. Bon, lui, il le dit pour des raisons très compliquées que j'explique dans le livre, et il va être poursuivi. Et je me retrouve défenseur d'Aussaresses. Évidemment, associé par Libération, par Le Monde, à la torture, alors que je suis un adversaire de la torture. Je pense qu'elle ne fait qu'alimenter le camp ennemi en militant. Je pense qu'il faut des interrogatoires. Vous avez défendu un tortionnaire. Oui, j'en suis très fier du reste, parce que c'était pas lui le tortionnaire, mais le gouvernement de Guy Mollet. Et je n'ai pas défendu le gouvernement de Guy Mollet. Oui, je ne sais pas totalement vos convictions, ça. Qu'est-ce qui a fait, justement, et vraiment on pourra en parler pendant des heures, qu'est-ce qui a fait que vous êtes entré en politique? Qu'est-ce qui vous a attiré vers la politique? Alors, un dernier mot sur Aussaresses. Je raconte dans le livre les entretiens que j'ai eus avec lui, parce qu'il est venu chez moi, et il m'a raconté, il a notamment été l'agent traitant d'Ho Chi Minh. Aussaresses. Oui, et il avait envoyé un télégramme à éliminer... le grand leader vietnamien, bien sûr. Il faut tout sous-titrer maintenant, c'est ça. Et il avait envoyé un télégramme à éliminer d'urgence. Et on lui avait répondu, pas la peine, sous contrôle.
Oui, c'est pas tout mal, est hein. sous contrôle. Ouais. Mais dites-moi, Gilbert Collard, justement, vous avez parlé de Mitterrand en disant, regardez, il a appliqué la peine de mort et plutôt eu 2 fois qu'une au moment où il était ministre. Mais je signale quand même, et tout le monde le sait, vous avez fait partie du comité de soutien de François Mitterrand en 1980. Oui, c'est vrai, oui. Alors quoi, vous avez retourné Mais votre ça, veste ou quoi? c'est ce brigand adorable, merveilleux, et je le salue. Au ciel, oui, au ciel où il se trouve. Bon, il a dû passer par un petit moment de purgatoire, mais comme nous tous, c'est Roland Dumas qui me l'avait demandé. Mais à l'époque, je m'en cache pas, j'étais socialiste. Mais moi, je suis venu au socialisme par Jules Vallès, par Jaurès, par le romantisme socialisme. Et quand j'ai vu la bande de brigands fiefés, maniaque, que c'est obsessionnel que c'était, un peu comme vous du reste je crois, je m'en suis éloigné, parce que c'est une secte quoi. Oui, enfin, je n'irai pas jusque-là, mais je comprends. Mais de passer du socialisme et de Mitterrand à Jean-Marie Le Pen, dites-moi... je l'ai dit, moi, il y a un article du Figaro... Il y a un grand écart. Il y a un article du Figaro, je crois que c'était Jean-Pax Meffray, qui m'avait interviewé, un très beau chanteur, très beau parolier aussi, qui m'avait interviewé, et je lui avais dit, mais comment être socialiste quand Bernard Tapie l'est? Oui, enfin, il l'était un peu plus tard, lui. Quand même. Non, mais à l'époque, il l'était. À l'époque, il était ministre, etc. C'est là où j'ai dit, moi, je me casse. Bon, je peux pas rester dans cette boutique. Et alors, comment c'est arrivé, justement, d'entrer en politique avec, effectivement, le Front National, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait... Vous avez pensé, après tout, vous n'êtes pas seul, il y a 11 millions de Français qui votent aujourd'hui à Rassemblement National, donc vous n'êtes pas seul. Mais... qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit, d'abord, la politique? Pourquoi la politique? Vous étiez un avocat, c'est très, très réussi, et puis ça marchait très bien. Qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté votre zone juridique? J'ai cru, naïvement, comme un puceau d'espérance, phrase célinienne. Très jolie. Que la politique... oui, merci, je cite quand même, c'est Céline. Je pensais qu'on pouvait agir par la politique. Bon, vous étiez naïf à l'époque. Oui, j'étais naïf à ce point. Mais c'est un leurre, on est des intermittents du spectacle, les politiques, maintenant. On n'est plus rien, on représente plus rien, on fait plus rien. Ça dépend où et quand. Enfin, c'est une autre question. Ça dépend qui. Parce que, vous savez, si vous vous occupez de la politique s'occupe de vous. Vous le savez, ça, Gilbert Collard. Mais moi, j'ai vu, que ce soit au Parlement national ou au Parlement européen, sont vraiment des ententes frauduleuses entre les partis. Ils s'entendent tous pour sauver la boutique au bon moment, quoi. On est confronté à un système qui est gigantesque. Il faut un Trump pour le renverser. On va en parler justement, et de Trump et de l'Amérique, et justement de la France et de l'Europe, puisque vous avez été aussi au Parlement européen. On va en parler tout de suite après cette petite pause avec Gilbert Collard. Il est toujours passionnant. Et vous, auditeurs, vous pouvez aussi réagir ou poser votre question en appelant au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Voilà, si vous voulez être défendu un jour par Gilbert Collard, 0826 300 300. Oui, faites des économies, il est devenu très cher, c'est tout le problème. Vous voyez, les stars, ça devient très cher. Et bon, mais quand même, vous pouvez essayer. Alors Gilbert Collard, indéfendable mémoire aux éditions Mareuil, donc tout Ranucci, la tuerie d'Oriol, au Sarès, Flactif, les bébés échangés. Et c'est vrai, une carrière judiciaire formidable, mais une carrière aussi politique. Et en fait, c'est pas si éloigné. D'ailleurs, le nombre d'avocats qui sont entrés en politique est sorti d'ailleurs, parce que heureusement, c'est des portes tournantes. Au fond, aujourd'hui, quand vous regardez le paysage politique français tel qu'on le vit, pour ne parler que de la France, on va pas parler du monde. Déjà, Gilbert Collard, vous y avez été pendant des années. Vous avez assisté, vous diriez quoi du monde politique d'aujourd'hui, tel que vous le voyez? D'abord, je suis un peu entré en politique par un procès, le divorce de Jean-Marie Le Pen. Ah oui, d'accord. J'étais l'avocat de Pierrette. D'accord. Que je salue au passage. Bon, c'est pas plus trop dommage. Et qui a fait un livre qui n'a jamais été publié. Absolument. Absolument. Le document que j'ai lu de Pierrette Le Pen qui n'a jamais été publié. Absolument, absolument. Alors, la politique aujourd'hui, c'est un désert, quoi. C'est une cacophonie. C'est
les grandes cloches du mois. Le Sahara sans oseille. Le Sahara, voilà. Non, mais je suis consterné parce que... Pourquoi ils parlent et je ne les entends plus. Voilà. C'est ça qui me désole. Je n'ai aucun parti pris. Mais vraiment aucun. Je veux dire, je peux être en très bon terme avec un communiste, avec un socialiste. Moi, je ne suis pas du tout connement sectaire. Mais il y en a quasiment plus que j'arrive à entendre quand ils parlent. J'ai l'impression que le Parlement, les chaînes de télé, de radio sont devenus des aquariums dans lesquels on a des poissons muets. Vous voulez dire les éléments de langage triomphent, on dit la même chose. Mais la parole est morte, quoi. Je veux dire que, et puis ce qui est terrible aujourd'hui quand même, à la fois pour l'ego esthétique, quand on se voit sur les images 25 ans en arrière et 25 ans après, ce sont les archives. Et là, le principe de la contradiction et du mensonge politique est mis en évidence d'une manière effrayante, quoi. Donc il y a un discrédit. Mais ça a toujours existé. Oui, mais autrefois, il y avait le journal, tu n'avais pas la télé. Quand on te montre un homme politique qui dit « ça n'arrivera jamais, je ne céderai pas, quoi qu'il arrive », et puis qu'on le revoit après « oui, c'est une très bonne chose, il faut le faire ». Bon, quand même, la commedia dell'arte, elle a ses limites. Hein. Alors, mais au-delà de tout ça, qui est technique, c'est cette espèce de dépossession du sens de la parole politique. Oui, vous voulez dire, en fait, c'est même pas parler pour ne rien dire. Non, c'est parler pour ne plus dire. C'est, voilà, parler pour ne plus dire. Voilà, on ne sait plus. Et c'est vrai que quand on compare, sans dire, ah, c'était mieux avant, mais quand on compare à un Pasqua, même à un Pasqua. Oui, mais il y avait un fond. Voilà, un certain nombre de gens, il y avait du fond. Ah, bah oui. Que ce soit à droite, comme à gauche, comme ailleurs. Vous avez entendu Migaud, c'est Migaud, hein, le ministre de la Justice. Didier Migaud, ministre de la Justice. Qui répondait à je crois que c'est Sonia, hein. À Sonia Mabrouk, je sais pas. Oui, c'est Sonia Mabrouk, oui, je crois bien, quand elle l'interrogeait à plusieurs reprises sur le comportement du parquet. Oui. Bon, elle lui a posé la question à plusieurs reprises, incapable de répondre. Bon, c'était sur une autre radio. Oui, non, mais on peut parler des autres radios, on les cite, il n'y a aucun problème pour nous. Gilbert Collard, juste pour revenir au monde de la magistrature, est-ce que la magistrature était aussi syndiquée en une partie qu'elle l'est aujourd'hui? Ah non. Est-ce qu'il avait... Non, pas du tout. Non. Moi, j'ai vu apparaître le syndicat dans les années 73, 72, et j'ai vu progressivement l'installation du parti pris politique, de la justice idéologique. Ça, je l'ai vu et c'est terrifiant, quoi. Alors là, vraiment, autant je suis pour le syndicalisme judiciaire, oui, autant je suis contre toute forme d'expression idéologique du syndicalisme. En matière de magistrature. En matière de magistrature, on a besoin d'une justice qui soit débarrassée des partis pris politiques, quoi. C'est une évidence. Hein. La justice, elle est au-dessus de ces médiocrités. Ceux qui disent que bassesses. La justice doit protéger les opprimés face aux oppresseurs, comme on a entendu un peu. C'était le fameux texte d'un magistrat de Marseille dont j'ai oublié le nom. Hein, du fondateur du syndicat de la magistrature. Que j'ai bien connu. Oswald Baudot. Oswald Baudot, bravo. Que j'ai bien connu, qui est un très brave type. Mais alors vraiment un brave type, mais qui aurait dû être curé, quoi. Non, mais il aurait dû être... Moi, je lui ai dit une fois, je lui ai dit, mais moi, cher Oswald, mais pourquoi tu prends pas une paroisse? Pourquoi? Parce que, je veux dire que être curé, c'est pas être juge, sauf dans l'Inquisition. Oui, bon, mais comme tu n'es pas inquisiteur, c'est un... Alors, j'ai vu plein de magistrats, moi, adhérer au syndicat, qui étaient des braves mecs. Mais après, ils ont fait passer l'idéologie avant le droit. Or, moi, je plaide pour qu'on revienne à un bon sens du droit. C'est quoi le bon sens du droit? C'est un droit qui ne se préoccupe pas du contexte idéologique. C'est un droit qui s'applique à des situations... et pas à des étiquettes politiques. Mais pas à des étiquettes politiques, pas à des interprétations politiques. Et alors justement, de ce point de vue-là, alors est-ce que, pour un peu, non pas caricaturer, mais schématiser, est-ce que quelque part, on parle beaucoup de l'état de droit? Vous savez, nous vivons dans un état de droit. Moi, une question que j'ai envie de poser, est-ce qu'on vit dans un état de droit? Certes, mais est-ce que quelquefois, il n'y a pas des parenthèses d'état de tordu? L'état de droit, ça veut rien dire. Étant donné que l'état de droit d'aujourd'hui n'est pas l'état de droit de hier
et n'est pas l'état de droit d'avant-hier. Les lois changent. Les lois changent, et la preuve, c'est qu'il existe la notion d'abrogation des lois. Donc oui, c'est important de le rappeler. On dit à appliquer la loi, rien que la loi, toute la loi. Il faut mais arrêter les lois, on les abroge. Enfin, il y a eu, ou alors il faut regretter les lois qui réprimaient l'avortement. Non, on a bien fait de les abroger. Bon, il faut arrêter avec ce fantasme qui autorise finalement l'abus de l'état de droit. C'est ça, absolument. Je crois que nous avons un auditeur. Un auditeur, chère Marie. Donc c'est Pascal de Grenoble. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, j'aime beaucoup M. Collard depuis longtemps, depuis ses interventions, même chez De Chaval. Ça y est. Je trouve que c'est quelqu'un qui est exubérant, qui a du franc-parler. Et il manque beaucoup de gens comme lui, quoi. Sincèrement, c'est quelqu'un d'intéressant. Et il a de très bonnes analyses. Je regarde souvent sa rubrique de Quelle semaine là, sur YouTube. Et notamment, j'aimerais savoir sa vision par rapport à notre société. On a une grosse baisse au niveau de l'éducation. On se rend compte qu'il y a un gros laisser-aller à tous les niveaux. Politiquement, on sent que l'État profond est en train d'essayer d'accélérer là pour la mondialisation et tout le contrôle de la société. Et, sincèrement, est-ce qu'il pense que c'est foutu ? Voilà, c'est une question bête. Ah, carrément. Alors, est-ce que vous pensez que c'est foutu ? Là, il parlait d'éducation, Pascal, notamment. Oui. Je veux dire, je peux faire semblant, mais d'abord, non, faites pas semblant. Je m'en fous, en plus. Bon, si je suis pas moi-même, qui le sera, disait Henri David Thoreau. Vous avez juste un mot, vous savez. On est foutu, oui. Non, mais vous avez la fuck you money. Vous savez ce qu'est la fuck you money ? C'est que vous avez autant, vous avez vous avez assez d'aisance pour ne pas être tributaire de ce que vous allez dire par rapport à tel ou tel. Allez-y. Pendant très longtemps, Pascal, vous savez que vous portez le nom de ce qui fut un très beau billet de banque français. Hein. Eh oui. Oui. Je l'ai pas vu souvent, mais... La nostalgie du Pascal, hein, oui. Non, je crois qu'on est arrivé à un point où, sauf miracle, qui amène au pouvoir un homme ou une femme capable de déplaire, et qui instaurera, comme je l'avais proposé il y a de ça 2 mois, un ministère du courage. Ouais. On est foutu, parce que l'immigration maintenant est submergente, on la gère plus, on n'y arrive plus. Bon, c'est clair. Bon, l'éducation, bon, c'est quand on voit l'état de l'éducation, vous comprenez tout. Quand même, tout commence à l'école. Enfin, après, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas des refus d'obtempérer quand à l'école il y a des refus d'obéir aux professeurs. Bon, c'est une continuité criminologique qui est inéluctable. Or, moi, je rends vraiment responsable tous les gouvernants. On va aller jusqu'à Chirac. De droite ou de gauche, d'ailleurs. De droite ou de gauche. Rien à voir. De reste, sont les mêmes entre nous. Qui ont tout abandonné. Quoi. Quand vous pensez que on égorge un professeur, on menace les professeurs, les policiers n'osent plus sortir en uniforme. Quand vous pensez que DZ, Mafia, paye pour la formation de gardiens de prison, quand vont-ils payer pour la formation de policiers ? Quand vont-ils payer pour la formation de juges ? Et des magistrats s'inquiètent aussi du contrôle de l'islamisme radical et de la mafia de la drogue sur la politique, notamment à Marseille. On a tout abandonné. Alors, qu'est-ce qui pourra nous sauver, quoi ? Qu'est-ce qui pourra nous sauver ? Oui, Pascal. Est-ce que vous voyez quelqu'un dans l'horizon qui aurait cette carrure, cette force ? Je ne sais pas si vous avez un nom, moi j'en ai pas, mais peut-être que... Mais juste un mot avant de voir qui, que quoi. Moi je serais moins pessimiste que vous, Gilbert Collard. Moi je crois que, vous savez, il y a eu des situations qui étaient quand même 10 fois pires, en 40 ou en 39 ou autre. Non, ce n'était pas 10 fois pire. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a toujours eu un sursaut. Non, dans 30 secondes, d'abord, ce que me disait un ami rabbin, les juifs qui ont survécu, c'était les pessimistes. Hein. Oui, je connais. Voilà. Alors, c'était très différent. Les pessimistes à Hollywood, les optimistes à Auschwitz. Quelle que fut l'horreur de l'occupation, si tu te tenais tranquille, le Fritz, il te tirait pas dessus. Aujourd'hui, dans la rue, tu te promènes, t'as une ordure qui te fout un coup de couteau. Et tu sais pas pourquoi. Peut-être tu comprends quand il crie Allahu Akbar.
et parfois il ne le crie même pas. La différence, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, l'ennemi... Vous voulez dire qu'on est plus en danger aujourd'hui que sous l'occupation allemande? Toute proportion gardée, bien évidemment. Faut pas, bien sûr. Bon. Non, mais je dis bien, toute proportion gardée, bien sûr. Mais il y a dans cette proportion qu'on respecte, il y a cette nuance qui est de taille, c'est que si tu foutais la paix à l'ordure qui nous occupait, tu risquais pas de prendre une bastos. Aujourd'hui, tu es dans ta chambre, en train de boire une tasse de lait, comme c'est arrivé à une victime, et tu as une balle qui t'arrive dans la tête. Perdue. Et on appelle ça une balle perdue. Voilà, moi je fais une différence criminologique, qu'on se comprenne bien, pas éthique, pas morale. Oui, parce qu'il ne faut pas mélanger. Non, bien sûr, on est bien d'accord là-dessus. Immélangeables. Mais alors, justement, sur le fond, on va en parler juste après cette petite pause. Et au fond, on est dans un problème d'éthique et un problème d'autorité, on va en parler. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Gilbert Collard toujours pour Indéfendable Mémoire aux éditions Mareuil, livre que je recommande parce que vraiment vous allez écouter, apprendre des histoires qui ont émaillé le siècle, le dernier siècle et le présent siècle. Mais justement, je voudrais qu'on éclaircisse parce qu'on a eu quelques coups de fil. Mais est-ce que Gilbert Collard compare la situation de 40-44 à aujourd'hui? C'est pas ce que vous avez voulu dire. Non, pas du tout, en aucun cas, non. Ce que je veux dire, pour être très clair, c'est que il y a la période où on avait un ennemi identifié, terrifiant, effroyable, et la période de maintenant où l'ennemi n'est pas identifié. Je veux dire que un professeur sort de son cours et il se fait égorger par un individu qui n'est pas un ennemi. Qui ne le connaît pas, un jeune... Donc, qu'on se comprenne bien, moi mon propos porte sur l'identification. Bien sûr, et l'insécurité. Alors justement, par rapport à ça, Pascal demandait, mais qui, à votre avis, qui est-ce que ce n'est pas moins une question d'identité, de savoir qui, parce que ce serait un jeu qui n'est pas très intéressant aujourd'hui, que justement, vous parliez du courage. Mais le courage, Gilbert Collard, c'est pas un ministère, c'est une volonté. C'est quelqu'un qui on ne l'a pas, le courage. Et donc, effectivement, est-ce que quand on voit ce qui se passe, je vais citer 4 noms, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, certains n'aiment pas, d'autres... je vais citer Trump, je vais citer... Orban, le président hongrois. Je vais citer effectivement Javier Milei, l'Argentin, et Nayib Bukele, qui a réglé le problème de narcotrafic et du gangstérisme au Salvador d'une manière radicale, mais il vient d'être élu, je le rappelle, à 90% des voix, et il n'y a plus un homicide depuis un an au Salvador. Faut le rappeler, ça. Moi, je pense que les Françaises et les Français, pour être... dans la norme grammaticale autorisée. Voilà, vous n'êtes pas un machiste, on sait. Voilà. Sont arrivés au moment où ils porteront au pouvoir l'homme ou la femme qui n'aura pas peur de faire ce qu'on doit faire et qu'on ne fait pas depuis des années. Du point de vue de l'éducation, du point de vue de la sécurité, du point de vue du nettoyage des lois, du point de vue des excès du syndicalisme, en le respectant fondamentalement, bien évidemment, l'homme ou la femme qui aura le courage de faire ce qu'on attend tous et qui est connu, on le sait, celui-là, il aura le pouvoir. Mais tous ceux qui vont continuer à vouloir plaire à droite, plaire à gauche, minauder ici, chatouiller là... moi, je me rappelle d'une époque où j'avais dit, on me l'a reproché, à propos du Rassemblement National, qui était à l'époque le Front National, je crois, dédiabolisation, piège à con. Voilà. Celui qui n'aura pas peur d'être diabolisé, il enverra promener le diable. Voilà. Mais il ne faut pas avoir peur d'être diabolisé. Vous voulez dire, on n'a pas pensé d'avoir les ongles faits, d'être propre sur soi, de savoir manier le couteau et la fourchette, on s'en fout. J'ai mes idées, je les applique. C'est comme ça. Et surtout ne pas se laisser impressionner. Et j'annonce la couleur. J'annonce la couleur. Je l'annonce. Et j'en ai rien à foutre de la culture de gauche, des intellectuels de gauche qui veulent faire la loi. Enfin, j'ai entendu un type qui disait, un philosophe,
que Trump il était raciste, que c'était Hitler. Ah non, mais c'est Hitler. En Amérique aussi, c'est Hitler. Que c'était la fin des libertés. Non, mais enfin quand même, non. Et bien sûr, ça, sur une radio d'État que nous finançons. Ça ne supporte plus du reste. Moi, si vous voulez m'énerver, parlez-moi des redevances que l'on paye pour les radios et les télévisions d'État. Ça et, des subventions que l'on paye aux journaux. Et des subventions qu'on paye aux journaux. Moi, je pars du principe que si un journal n'a pas de lecteur, il n'a pas existé, quoi. Ouais, et tant pis pour lui. Tant pis pour lui quand on voit l'Humanité, par exemple. Les médias doivent vivre des auditeurs et de la publicité. C'est tout. D'accord ? Et c'est très bien. Voilà. Et que le meilleur gagne, et que les meilleurs gagnent, d'ailleurs. Voilà. C'est tout. Hein. Subvention, trahison. Voilà. Eh bien, je vais vous dire, il faut lire les indéfendables mémoires de Gilbert Collard, parce que lui, il les défend très bien. Et puis, effectivement, la mémoire, vous savez, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, la mémoire. Et c'est pour ça qu'il faut la garder. Merci Gilbert Collard. Merci à vous. Et si vous voulez retrouver cette émission, n'hésitez pas à vous brancher sur notre site internet sudradio.fr pour la retrouver en podcast ou en replay sur notre chaîne YouTube. Berkov dans tous ses états revient dès demain, dès midi.